Bienvenue à toutes et à tous. Donc, merci de commencer la journée avec nous pour découvrir l'histoire de nos 3 PME manufacturières qui ont accepté de venir partager avec vous leur chemin de transition, en fait, leur transition qui est débutée vers un modèle plus sobre en carbone. Donc, tel que mentionné ici là, dans le chat, veuillez noter que le webinaire est enregistré. Donc, je me présente, Catherine Hauschild, directrice générale adjointe de Québec Net Positif, et je suis responsable de cette initiative qui est PME en transition. Il me ferait plaisir d'animer ce matin, donc, le webinaire. Et puis, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous présente Québec Net Positif. On est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif. Et puis, notre raison d'être, c'est d'assurer la transition, d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et net positive. On mobilise, on sensibilise, on outille les entreprises et tous ceux et celles qui les accompagnent. Donc, il me fait plaisir ce matin là, d'être en très bonne compagnie et je vous présente sans plus tarder nos conférenciers, conférencières. Donc, on est avec Manon Pilon de Derm Eco, présidente de Derm Eco. Bonjour Manon. Bonjour, bonjour à tous. Maria Rodriguez, directrice système de management et de la qualité chez MI Intégration. Bonjour. Bonjour Maria. Et Alexandre Laforêt, directeur général du collectif Brassicole Ensemble. Bonjour Alexandre. Bon matin à tous. Donc, merci beaucoup à vous trois là, de venir partager vos histoires, vos récits. Bien hâte d'entendre tout ça. Et puis, vous, comme participants, n'hésitez pas, on va avoir une période de questions après chacune des présentations. En fait, après que les trois aient présenté leur récit de transition. Et je suis également avec nos collaborateurs et collaboratrices. Frédéric, je ne sais pas comment tu arrives, là, juste backstage, on avait un petit enjeu de connexion. Bien contente que tu sois là, Frédéric, donc commissaire au développement durable, Excellence industrielle Saint-Laurent. Bonjour, Frédéric. Bonjour, désolée pour le petit retard. Pas de problème, on est tous là et bien contente que vous soyez tous là. Donc, Laurence Roger, chargée de projet en économie circulaire Creux-Montérégie. Bonjour, Laurence. Bonjour. Et Jérémy Bourgault, chargé de projet en développement durable chez Adair Service Conseil. Allô, Jérémy? Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, ici, ensuite, après les trois présentations de PME, on va enchaîner et chacun de vous allez nous présenter les constats. Donc, PME en transition se déroule dans 3 régions, donc sur 3 territoires, Excellence industrielle Saint-Laurent, bien sûr, pour l'arrondissement Saint-Laurent, Montérégie et Estrie. Et en première partie là, de PME en transition, on a fait un profil de ces 3 régions-là, en fait, qui vont être présentées sous forme de justement les forces, les faiblesses de ces 3 territoires-là et les constats qu'on a pu faire, à savoir où se situe l'action climatique dans ces 3 territoires. Donc, je vous propose d'ailleurs de consulter le rapport synthèse que nous avons publié le 31 janvier dernier, Réalité manufacturière en route vers une économie sobre en carbone, qui est disponible sur le site web de Québec Net Positif. Et sans plus tarder, là, je vous présente les partenaires financiers. Donc, bien sûr, nous sommes soutenus par Environnement et Changement climatique Canada et la Banque Laurentienne. Et l'initiative est réalisée en appui au groupe consultatif pour la carboneutralité du Canada. Et bien sûr, avec l'appui de nombreux collaborateurs experts sectoriels et régionaux que je remercie chaleureusement pour leur engagement envers la transition vers une économie sobre en carbone. Donc, avant de débuter, je vous propose là, pour la portion des questions, si vous voulez utiliser la zone Q&A, donc questions et réponses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on va prendre les questions après chacune des portions, donc après la présentation des 3 conférenciers. Et puis, de plus, là, si vous voulez utiliser la zone de chat, tout simplement pour vous présenter et vous pouvez vous inscrire vos commentaires, des apprentissages, quelque chose que vous souhaiteriez partager avec les participants. Donc, sans plus tarder, je vous présente Manon Pilon, notre première conférencière. Manon est présidente de Derm Eco.
Manon cumule plus de 38 ans d'expérience dans l'industrie du spa médical. Elle est auteure de 2 livres, conférencière et consultante. Elle est une femme d'affaires engagée et reconnue notamment à titre de femme d'affaires de l'année par l'Association des femmes du Québec. Alors, à toi, Manon. Merci, bonjour à tous. En fait, quand on m'a demandé de présenter, j'aurais besoin d'une journée avec vous pour vous expliquer un peu notre transition. Mais bon, moi, ça a commencé quand même, j'étais jeune. J'avais 7 ans, ma première entreprise, c'est un petit peu une obligation, mais non, une obligation familiale, mais je gérais le jardin de la famille. Alors, j'ai toujours été euh, si on voit toutes mes photos quand j'étais jeune, j'ai toujours été une fille de nature. C'était important pour moi de me connecter à la nature et la santé. Et là, j'ai pris à l'âge de 15 ans, j'ai pris un virage où je suis intéressée, comme toutes les jeunes femmes, à la beauté, à tout ce qui était beauté, santé. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un institut. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement mélangeant tout ça. Il y a tellement de produits, parce que naturellement, je suis dans les soins de produits personnels, les soins de la peau. Et je me disais, mon Dieu, à l'époque, on n'avait pas d'Internet. Alors, je remonte dans les années 80, là, hein, dans les débuts des années 80. Alors, il fallait vraiment que je cherche, puis je trouve vraiment pourquoi on utilise des produits, parce que je ne voyais pas vraiment de différence sur la peau quand on faisait des soins, par exemple. Alors, pour moi, c'était important que c'était naturellement, nature, un jeu de mots, mais il fallait avoir cette composante dès mon jeune âge, je peux dire que pour moi, c'est important d'avoir des produits naturels. Il ne fallait pas avoir de produits chimiques, alors que c'est devenu 10 ans plus tard beaucoup plus important où on disait, ben, il ne faut pas avoir de pesticides, puis d'avoir un penchant naturel. Et là, j'ai découvert Nelly DeVeus. Alors, c'était ma première passion. Maintenant, Nelly DeVeus, écoutez, c'est un produit qui était belge, qui était fondé par Madame Nelly DeVeus à l'époque, et on est devenu distributeur des produits. Là, j'en passe, j'avais 5 spas, donc j'étais très intéressée à avoir des résultats avec des produits naturels. Et là, je passe à plusieurs étapes. En 2008, on a pris un tournage où on est devenu distributeur et on a acheté la marque et le savoir-faire en Europe. Donc, on a acheté les laboratoires Nelly DeVeus à travers Dermenco. Donc, les laboratoires, je m'occupais naturellement de la recherche et développement. Pour moi, j'étais une fanatique de la santé de la peau et d'avoir du résultat avec des produits naturels. Donc, il fallait vraiment que ça colle à notre image. Et là, naturellement, il fallait ramener, parce que passer 6 mois par année en Europe, c'était pas idéal. Alors, il fallait trouver un laboratoire qui collait à nos valeurs et qui avait justement cet esprit de produits bio, des produits naturels, pour pouvoir pas recommencer un laboratoire complètement et ramener naturellement la fabrication ici au Québec. Alors, en 2017, nous avons racheté les laboratoires, les laboratoires Druid, qui était en fait le premier laboratoire certifié par Écossaire, donc produits biologiques, produits naturels, donc qui collent à nos valeurs. Et là, on a ramené, si on veut, toute la division des produits Nelly DeVeus. On est fiers d'avoir créé les produits Druid BioLove. On voit beaucoup Chantal Lacroix dernièrement là, qui parle des produits. On a les produits Alaska. Et on a ouvert une division de marques privées. Et notre mission, était vraiment d'avoir des produits qui sont bio, des produits d'ici, qui sont efficaces à l'échelle internationale. Donc, c'était vraiment une mission du début et on est fiers d'être aujourd'hui le laboratoire le plus gros en Amérique du Nord qui produit des vrais produits bio parce qu'il faut savoir que les produits bio, tout le monde dit qu'ils ont des produits bio et malheureusement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du greenwashing. Les gens disent, ah oui, c'est bio, mais en réalité, il n'y a rien de bio. Si on regarde les étiquettes, ça n'a absolument rien à voir. Alors, pour nous, c'est important d'être authentique par le consommateur et d'avoir un organisme comme Écossaire qui puisse venir valider, donc confirmer les formules qui sont de façon officielle, qui sont bio, qu'on confirme que dans le fond, au grand consommateur, 95% des produits n'ont pas n'ont pas cette possibilité ou racontent n'importe quoi et en réalité n'ont pas rien de produits naturels ou biologiques. Alors, on a ouvert tout l'aspect des laboratoires ici à Pointe-Claire et on est fiers d'être un laboratoire certifié par Santé Canada comme laboratoire BPF.
Et ce qui est important, la tournure, et là, c'est là que je veux peut-être insister un peu plus, la tournure, c'est donc au départ, on a des produits naturels, des vrais produits naturels, des vrais produits bio, mais en même temps, d'aller chercher avec la science des produits qui sont efficaces. Donc, on a tout cet aspect d'innovation. Et là, on se ramène ici. Donc, essayer de remplacer avec des plantes locales, de trouver des molécules locales qui vont non seulement qui vont être biodisponibles, qui vont être des produits durables, renouvelables, mais en même temps qui seront possibles de pouvoir communiquer à l'échelle internationale, puis de remplacer pour pouvoir avoir une empreinte de carbone. Alors, c'est sûr qu'on travaille avec des grandes équipes, on travaille avec maintenant des fermes locales avec lesquelles on trouve des nouvelles molécules, des nouvelles contributions sur des plantes. Et on est là, on a fait un virage, donc on est à extraire nous-mêmes pour s'assurer la qualité de l'extraction. Parce qu'on ne sait pas, la majorité des gens ils vont acheter une huile essentielle, on ne sait pas, cette huile essentielle, elle est extraite de quoi? Et peut-être même du formaldéhyde ou l'acétone, alors que nous, on veut contrôler dès le début. Alors, on s'est équipé d'appareils très sophistiqués de distillation, d'appareils CO2 supercritiques pour avoir vraiment la pureté et de ne pas avoir des produits chimiques ou enfin avec ces particules qui peuvent avoir une influence sur la santé globale. On a fait un virage sur le packaging. Alors, on a plusieurs marques, comme vous avez vu à l'écran, c'est sûr qu'on a plusieurs divisions, on fabrique pour plusieurs marques très connues. Donc, on est en train de faire leur changement, on est en train d'amener des nouvelles formules pour eux biologiques. Pour les produits Nelly Deveuse, naturellement, on a changé, on avait à l'époque de l'acrylique. On s'en va vers des produits de verre ou des produits naturellement, où est-ce qu'on peut faire des recharges. Les brochures, bon, on en imprime plus. C'est sûr que quand on va avec le QR code, on est en train de faire un gros changement à tous les niveaux. Et quand on parle de produits durables, c'est important aussi de regarder l'impact de ces produits-là sur notre planète. Alors, on était fiers d'avoir développé des produits minéraux, alors que 95 de ce qu'on retrouve en pharmacie, c'est des produits de crème solaire qui sont chimiques. Puis, on continue d'abîmer notre environnement, notre écosystème, nos lacs, etc. Donc, on est fiers d'avoir des produits qu'on a créés, des produits qui sont non seulement efficaces, qui sont bio, sont naturels, qui ont un impact sur l'environnement. Et ce changement-là, là, c'est aussi au niveau des packaging, d'avoir des produits solides. Puis, naturellement, l'empreinte d'eau de nos produits. Non seulement l'empreinte de carbone, parce que de plus en plus, c'est là qu'on s'en va. Alors ça, c'est une grosse démarche. On est à évaluer l'empreinte de carbone, l'empreinte d'eau de chacun de nos produits. Même, pas juste au niveau de l'emballage, des composantes, la façon que le produit a été extrait, même sa provenance. On voit vraiment de la chaîne, on va dire du R&D jusqu'à la transformation. Et c'est tout, j'avoue que c'est tout un défi. On continue, on se lève les manches, comme on dit, on fait vraiment beaucoup d'efforts. Et je pense que là, l'avenir, c'est que le consommateur va demander, ben, dans notre bureau en France, on a un bureau en France, et de plus en plus, on est quand même très fort en France et on remarque que le consommateur nous demande, c'est quoi l'empreinte de carbone de ton produit, c'est quoi l'empreinte d'eau. Alors, il y a plusieurs marques, on n'a pas le choix de s'en aller dans cette direction. C'est sûr que c'est un éternel enjeu. On veut faire un changement sur la planète, on veut améliorer, on veut avoir des produits efficaces. Et c'est ça le plus grand challenge. Et je pense qu'on est un pas à la fois. On fait vraiment les efforts qu'il faut, puis ça va être continuelle aventure, je vais dire. Voilà. Merci beaucoup, Manon. Super. Donc, on poursuit avec Maria. Donc, sans plus tarder, je vous présente Maria Rodriguez, qui est une ingénieure chimiste titulaire de 2 maîtrises en ingénierie avec plus de 11 ans d'expérience en qualité et en amélioration continue. Maria est passionnée de l'optimisation des systèmes de qualité et procédés de fabrication. Elle est ceinture verte, passionnée du lean manufacturing et du lean management. Maria est à la tête du projet de transition carbone chez AMI Intégration, tant au Canada qu'au Mexique, et elle vient nous en parler. Merci beaucoup, Maria. À toi. Bonjour. Bonjour, Allez-vous? Maria.
Allez-vous présenter au Je partage? Est-ce que tu peux partager? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, on voit bien. OK. Je vais partager par le bon écran. Et voilà. On va... Merci. OK. Bah, Marie, bonjour. Merci pour l'opportunité de partager l'expérience de mi-intégration au sein de notre entreprise avec cette information verte. L'entreprise mi-intégration existe depuis plus de 30 ans. C'est une entreprise familiale et placée à Sherbrooke qui a commencé avec la fabrication des moules pour l'automobile, principalement pour Waterville TG. C'est une grosse entreprise ici dans l'Estrie. Ensuite, en 1997, il a ouvert une usine de fabrication de pièces plastiques pour l'automobile. Puis, dans les années 2010, il a fait la même chose. Il a parti une usine sœur au Mexique. Aujourd'hui, on se trouve avec une croissance incroyable qui nous frappe vraiment avec plein de nouveaux projets puis de nouveaux clients, ce qui nous amène à avoir de nouveaux défis. Entre autres, la transformation vers de l'entreprise parce que, comme j'ai dit auparavant, on est dans le secteur automobile. Le secteur automobile, il pousse énormément sur la transformation. Donc, aujourd'hui, on est environ 300 employés avec 5 sites de production différents, dont 3 au Canada puis 2 au Mexique. On est une entreprise qui est très, très axée sur l'innovation, le développement des produits pour innover dans l'automobile. Donc, on a un portfolio de produits assez vaste. On est des experts en bimatière. On appelle ça des 2K. Ça veut dire que c'est des pièces qui sont produites à partir de 2 matières différentes, normalement des matières plus solides, comme le polypropylène, puis d'autres matières plus souples. Donc, on fait les surmoulages de ces sortes de pièces. Dans le portfolio de mi-intégration aujourd'hui, on trouve beaucoup de pièces d'étanchéité, autant dynamiques que statiques. On est expert dans des pièces bimatières aussi pour les intérieurs du véhicule que pour l'extérieur du véhicule, dans la ventilation puis dans l'éclairage. Mi-intégration, compte aujourd'hui avec 7 brevets dans l'industrie, donc il y a 2 qui vont sortir bientôt. Ça nous amène avec beaucoup de changements au niveau des portfolios, des nouveaux clients, des nouvelles pièces. Ça fait tout un défi. Puis aujourd'hui, mi-intégration, il va plus vers la performance qui est requise par les OEM, qui sont les usines d'assemblage automobile. Donc, on est en train d'upgrader autant le système qualité que tout ce qui est relié à la fabrication des automobiles. Puis voilà, certains de nos clients, on a des clients actuels, puis en 2023, on a eu un gros changement. Donc, on est allé chercher de nouveaux clients avec des nouveaux produits qu'on a développés, des clients qui sont plus exigeants. Tous ces clients dans le secteur automobile ils ont une forte tendance à des technologies durables. On les voit dans les requis qu'ils nous envoient souvent. Donc, ça couvre toute la chaîne de distribution. Depuis certaines années, en tant que personne à qualité puis en amélioration continue, je suis de proche les projets de la ONU, les plans 2030. Puis, à mon arrivée, il y a 3 ans, ici à mi-intégration, j'ai commencé à parler avec le président de la compagnie pour qu'on intègre ce programme-là, puis qu'on commence à avoir des démarches pour la transformation vers de l'entreprise. Puis, à cette époque, il me disait, ben, on va attendre encore, notre client ne nous pousse pas encore pour aller vers là. C'est un projet qui coûte, j'ai calculé les coûts cette semaine, puis on est rendu déjà à environ 50 000 $ pour cette transformation-là. Puis on a déjà eu certains coûts. Donc, c'est des programmes qui coûtent cher. Puis
C'est ça, il faut vraiment justifier d'aller vers là. Donc, il me disait, on va attendre. Mais en décembre 2022, il y a un déclic parce que, comme vous le savez, cette année, le 24 décembre, il faisait, par exemple, en Ontario, il faisait 18 degrés Celsius. Donc, lui, le président de la compagnie, il jouait avec son enfant dehors, au 24 décembre, en short puis en t-shirt. Puis le 3 janvier, quand on a retourné au travail, il me dit, je me suis rappelé de toi en décembre, tu me parles tout le temps des transformations vertes, de tous les avantages de ça. Puis je pense qu'on va aller vers là parce que je vois vraiment un changement climatique qui m'inquiète pour le futur. Si je joue avec mon fils, puis je me posais des questions de où qu'on s'en va vers là. Donc, c'était le déclic de on va contribuer, on va embarquer, on va trouver les ressources pour les faire. Les ressources, le temps, l'argent, il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Donc, à partir de là, on s'est engagé dans des vraies démarches vertes à l'intérieur de l'entreprise. Puis, on a commencé à faire tout ce qu'il fallait pour la certification ISO 14001. ISO 14001, c'est la norme environnementale, c'est ce qui est régi par les lois autant municipales que gouvernementales. Après ça, on a embarqué avec un projet de décarbonation avec 2 partenaires. Puis, ensuite, on a décidé que aussi dans notre système qualité, on allait intégrer des projets de développement durable. C'est quelque chose qui démarrait aussi pour notre client. Donc, voilà, on a commencé à partir de ce moment, en janvier 2023, on a commencé à faire le planning, comment on va transformer l'entreprise, puis tous ces systèmes. On est 4 entreprises aujourd'hui, 2 Québec, plus les corporatifs Québec qui embarquent aussi dans la transformation, une usine au Mexique, puis une nouvelle usine qui va ouvrir cette année ou au début de l'année prochaine. Donc, il fallait agir vite. Donc, on s'est fait un planning structuré de quelles sont les étapes, quels sont les processus de système qualité qui vont embarquer, puis quel est le travail, les ressources qu'on avait besoin. Donc, on a commencé à ce moment-là à planifier une vraie certification. Il y a une réussite qu'on a aujourd'hui, c'est la politique environnementale de mi-intégration qu'on a signée puis présentée à tous nos employés en juillet 2023. Donc, il y a mi-intégration qui est fidèle à ses valeurs et à sa vision d'excellence opérationnelle, s'engage à promouvoir la protection de l'environnement et à assurer certaines actions concrètes pour le développement durable, pour ainsi se conformer aux exigences tant gouvernementales que de notre client. Donc, pour les prochaines années, on a 4 objectifs. Le premier, c'est analyser tout ce qui est des aspects environnementaux qui sont liés à nos opérations pour la démarche des projets pour aider à réduire cet impact, promouvoir au sein de l'entreprise une culture environnementale, améliorer notre indicateur de performance, puis analyser le cycle de vie de notre produit, ce qu'on ne fait pas jusqu'à date. Ensuite, dans l'intégration, on a aussi demandé à chaque propriétaire de chaque processus du système qualité, ça veut dire les achats, la logistique, la fabrication, d'analyser chacun d'entre nous dans notre processus quel est l'impact environnemental qu'on peut réduire, puis essayer de mesurer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme impact environnemental, puis comment on peut le réduire tranquillement. Donc, il y a une analyse SWOT qui a déjà commencé au sein de l'entreprise dans toutes les entités de mi-intégration. Ensuite de ça, on a démarré un projet de décarbonation avec 2 partenaires, ADER, puis Sherbrooke Innopol, puis ça avance tranquillement. Aujourd'hui, on peut voir d'où vient notre matière première, quelles sont les distances. On a calculé même aussi les distances de transport de ces matières premières jusqu'à nos usines, autant au Mexique qu'au Canada. C'était intéressant de voir sortir des données, par exemple au niveau des déplacements, des voyages en avion qu'on fait entre toutes les entités. Quelles sont les contraintes qu'on a trouvées? Le système qualité de mi-intégration, c'est un système automobile. Ça veut dire que c'est un système de qualité déjà assez complexe qui est tout régi par la AIAG puis des normes internationales de l'Allemagne aussi. Donc, intégrer tous ces aspects environnementaux dans ce système, ça représente déjà une certaine complexité.
Les lois environnementales sont aussi très complexes. On n'a pas un avocat spécialiste en environnement à l'intérieur de l'entreprise, donc il faut aller chercher l'aide à l'extérieur. Puis les lois, autant au Canada qu'au Mexique, sont très différentes. Donc, ça représente aussi beaucoup de défis de cette intégration de ces éléments environnementaux dans le système qualité. Au niveau de la décarbonation, ça a été un projet très intéressant. Ce n'est pas fini, mais un des plus grands enjeux, c'est le temps pour aller accueillir toutes ces données-là. Puis notre système n'est pas prêt pour avoir la donnée facilement. Il faut vraiment aller chercher partout dans notre système pour trouver toutes sortes de données qui ont été demandées dans le cadre du projet pour pouvoir calculer l'empreinte carbone, puis à partir de là, calculer quels sont les projets qu'on va mettre en place pour la réduction ou pour la décarbonation de l'entreprise. Donc, l'accessibilité à toutes ces données-là, puis la charge de travail des gens impliqués, parce qu'on est une entreprise qui est en pleine croissance. On se trouve à avoir un agrandissement dans une de nos usines, mettre une autre usine en place dans une autre ville au Mexique. Puis pour l'année prochaine, on a déjà des clients qui nous poussent pour avoir une usine aux États-Unis. Donc, au milieu de toutes ces croissances-là, le temps qu'on a pour dédier au projet, il est très peu. Donc, c'est une des contraintes qu'on a. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, merci aussi aux participants là, qui posent leurs questions. Donc, je propose d'enchaîner en fait avec Alexandre, que je vous présente tout de suite. Et après la présentation d'Alexandre, là, justement, on va passer à la période de questions. Donc, Alexandre est diplômé du baccalauréat en administration des affaires. Il a rejoint le collectif brassicole Ensemble en 2020, tout d'abord comme brasseur. Grâce à son expertise en marketing et en logistique, il devient acheteur pour le collectif, puis planificateur jusqu'à être promu directeur principal en 2023. Alors à toi, Alexandra. Donc, bon matin à tous. Merci à tous nos participants qui veulent bien commencer leur journée avec nous. Donc, pour faire un tour du collectif Brassicole Ensemble, comme vous voyez, vous ne verrez jamais de produits sous notre nom, puisqu'on est une entité qui brasse de la bière sous différentes marques. Chaque marque a sa propre entité. Comme vous le savez peut-être déjà, la Mèneferie ou des cantons ont des pubs à Magog. Donc, nous, on est une entreprise qui a grandi en greffant des gens autour de nous qui voulaient brasser des bières. Donc, on a une usine Brassicole qui permet, là, dans le fond, une espèce de clé en main pour chacune des microbrasseries qui se joignent à nous. Donc, un petit survol de l'entreprise. Dans le fond, on a eu la fondation de l'entreprise en 2016 sous le nom New Deal et une refonte là, au niveau là, des changements d'actionnariat. Bref, je vous épargne les détails, mais dans le fond, la formule actuelle qui est le collectif Brassicole Ensemble. En 2018, on a eu l'ajout de Vagabond. 2019, Loup Mission s'est joint à nous, ainsi que la marque Bière des Cantons. 2021, Tangram et en 2022, la Mèneferie. Donc, comme j'expliquais, on est une formule clé en main pour les microbrasseries. Dans le fond, les seules choses qu'on a besoin de nos membres, des gens qui sont avec nous, c'est d'une recette et d'un visuel. Donc, nous, on s'occupe autant de la réserve, dans le fond, de réserver les matières premières, tous les contrats, ainsi que de faire la bière, la fermentation, le suivi qualité, la mise en canette ou en fût. Par la suite aussi, on s'occupe de la distribution, de la représentation sur le marché, du marchandisage, de la mise en tablette. Donc, c'est vraiment un clé en main qu'on offre. Donc, on s'occupe vraiment de A à Z de leur bière. Donc, une petite présentation, excusez-moi, je vais y aller comme ça. Donc, une petite présentation rapide aussi en ce moment des marques qui se distinguent le plus au sein, dans le fond, de notre entreprise. Mission Loup, donc, qui est une compagnie que vous connaissez probablement pour leur jus. Eh bien, on s'occupe de faire toute leur ligne de bière. Avec Mission Loup, on partage même les mêmes valeurs d'économie et d'économie circulaire principalement. Donc, dans chaque bière de Loup, vous retrouvez des pains qui normalement auraient été
jetés, compostés, ou bref, on récupère des pains qui étaient soit près de la date de péremption ou qui étaient là, déclassés pour n'importe quelle raison. Donc, on recycle le pain, ce qui permet aussi de mettre moins de grains à l'intérieur. Donc, vous voyez aussi un portefeuille de produits de Décanton, qui est une marque de l'Estrie, mais qui performe bien à la grandeur du Québec. Aussi, la même frais. Donc, c'est notre tout dernier joueur, là, tout dernier membre qui s'est joint à nous là, il y a 2 ans et qui est très connu, donc qui va fêter son 25e cette année. Donc, ça nous fait bien plaisir de les avoir avec nous. Si je fais un petit parcours, là, en fait, un petit tour là, nos missions et valeurs, pourquoi on vous présente aujourd'hui, pourquoi on est là ici, c'est que le collectif Brassicole a sa marque maison que je vais vous présenter par la suite, qui est Boldwin, et qui, au niveau des missions et valeurs, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de brasser pour le bien commun. On a, dans le fond, on se veut on travaille autour des valeurs qui sont de l'intégrité et de la bienveillance. On est certifié B Corp, on est certifié écossaire et biologique pour 100% des bières Boldwin et de certaines bières des autres membres. On est aussi Aliments du Québec, donc on a 85% et plus de nos matières premières qui sont du Québec. Et nous sommes une brasserie indépendante. Donc, nous n'avons pas, nous fabriquons nos bières. On a une autre accréditation qu'on est en mesure de mettre de l'avant sur nos canettes. Donc, toutes ces accréditations-là, toutes ces certifications-là, c'est beaucoup de temps. C'est de l'argent aussi. Évidemment, chacune d'entre elles, en général, coûte une adhésion et comme Manon l'expliquait plus tôt, là, dans le fond, Écossaire aussi a des audits annuels, a des restrictions, a vraiment des demandes précises pour montrer qu'on est biologique et qu'on le fait en bonne et due forme. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est incarné chez nous au collectif. Donc, si je fais une petite présentation, dans le fond, maintenant, de nos bières personnelles. Donc, notre petite marque maison, bière biologique Boldwin, donc qui est depuis le tout début, même sous New Deal, Boldwin existait. Donc, on a notre petit texte qui nous suit, qui est aussi écrit sur toutes nos canettes, sur lequel on a un code QR pour nous rediriger vers le site web. C'est aussi ça d'être un acteur de changement, c'est de promouvoir les bonnes pratiques. Donc, sur notre site web, on a envie de démontrer que nos bières sont bien faites. On les fait avec l'économie locale et notre petit slogan qui est « Boire bon et agir ». Donc, on vise la qualité, donc on boire bon et maintenant aussi d'agir, donc en faisant des actions juste simplement en achetant une de nos bières, mais on participe à toutes ces belles valeurs-là. Donc, comme je disais, on privilégie les fournisseurs locaux. Sur notre site web, on a différents onglets on a différentes pages qui font la promotion des gens qui sont autour de nous. Donc, sur exemple, notre page agriculture, ben, on va promouvoir les fournisseurs locaux. Exemple, Malterie Côte-la-Flamme qui nous fournit tous nos grains biologiques qui est en Beauce, ainsi que tous les fermiers d'où proviennent ces céréales-là. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant tous nos fournisseurs, les fournisseurs de houblon avec lesquels on fait affaire. On va nouvellement, là, un nouveau fournisseur, exemple, de carton qu'on utilise dans nos boîtes, qui fait encore plus d'actions écologiques, qui va se joindre à cette page-là. Donc, on veut vraiment, vraiment promouvoir ce qui se fait chez nous, autant en agriculture, en environnement qu'en culture, parce que Boldwin, c'est culture et agriculture. Donc, on est très, très, très présent sur la scène artistique, autant musicale que dans les galeries d'art, par exemple. Et une des choses qu'on fait beaucoup avec Boldwin aussi, c'est des bières collaboratives. Donc, pour partager nos valeurs puis aller rejoindre le plus de gens possible, on a par exemple avec Arch, qui est un événement en art visuel, fait des bières à leur effigie, avec Nolinor, par exemple. On a aussi des bières qu'on fait pour eux, donc qui ont une petite collaboration, dans le fond, qui sont faites pour les vols, pour leurs vols. Et on le voit un petit peu mal ici, mais batch numéro 3, par exemple, c'est les bières qui sont brassées pour les Pizzeria 900. Donc, les bières de Pizzeria 900 sont biologiques aussi. Toutes les batchs qu'on fait avec eux depuis plusieurs années. Donc, on leur fait vraiment une recette qui est propre à eux, avec leur visuel pour leur restaurant. Donc, si on revient un peu plus là, dans
vif du sujet. Nos défis en microbrasserie, nous, pour, dans le fond, respecter le plus possible l'environnement, une bière peut avoir un pH jusqu'à 3,5, qui descend jusqu'à 3,5. Donc, c'est très difficile pour nos eaux usées, tous nos rejets d'eau. Donc, c'est un des points qu'on doit surveiller de près. L'approvisionnement biologique aussi. Malheureusement, le biologique n'est pas encore certifié partout, même s'il y a beaucoup de gens dans l'agriculture québécoise aussi qui ont des bonnes pratiques. La certification écossaire, c'est beaucoup de temps, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à la faire encore aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui des fois nécessite qu'on aille chercher un approvisionnement qui n'est pas nécessairement local, qui est un petit peu plus en région ou dans d'autres pays, mais on tient beaucoup à notre biologique. Une chose aussi qu'on oublie parfois ou qu'on n'est juste pas au courant, mais pour faire 1 litre de bière, ça peut prendre jusqu'à 15 litres d'eau. Nous, on se tient en bas de cette barre-là. Certaines brasseries même arrivent à faire du 6 litres d'eau. En ce moment, on sait qu'on n'est pas à 15 litres d'eau, mais on n'a pas des chiffres précis sur notre consommation. Ça va faire partie des actions qu'on va faire dans le futur, mais il y a beaucoup de nettoyage principalement dans les procédés. Donc, c'est important pour nous de ces litres d'eau-là, de les récupérer. C'est quelque chose, entre autres, qu'on fait aussi. Là, il y a beaucoup d'eau de procédés qu'on est en mesure de récupérer pour mettre dans d'autres types de procédés. Donc, on travaille beaucoup sur ça. Nos défis en ce moment, pour le collectif Brassicole, en fait, on est dans le top 10 des plus grosses microbrasseries au Québec, incluant les grands joueurs. Donc, notre volume n'est pas nécessairement adapté en fonction des solutions qui sont présentées à nous. Autant des fois, les solutions qui sont présentées à nous sont coûteuses, donc on n'a pas assez de volume, mais souvent, les gens qui veulent faire partie de l'économie circulaire, par exemple, les drèches qui sont la sortie, si on veut, des rejets de production, des céréales, on appelle les drèches, ben, il y a plein de gens qui les récupèrent, font des farines, font des biscuits, mais ils prennent des petites quantités. Nous, par jour, on peut aller jusqu'à 2 tonnes de drèches. Les gens viennent chercher pour 10 kilos, 20 kilos, donc c'est un de nos enjeux. Évidemment, la disponibilité des ressources, donc le temps, l'argent et la spécialisation. Si je reprends un peu tantôt, Maria parlait des avocats, par exemple, qui sont spécialisés dans plein de domaines qui nous entourent, ou juste de savoir comment faire un bilan carbone. Mais pour nous ici, d'une PME de 25 employés, ben, on n'a pas ces ressources-là à portée de l'an. Donc, en ce moment, on participe à l'économie locale. Donc, plus de 80% de nos matières premières sont du Québec. Donc, on est très, très fiers de ça, là. Puis, ça nous permet d'encourager l'économie locale. 100% de nos rejets de production organiques sont revalorisés. On parle de plus de 200 tonnes en 2023 de céréales qui ont été revalorisées. Dans le fond, principalement, ça va dans une ferme qui lui permet de diminuer de 30% son apport en grains pour sa production bovine. On utilise, comme j'ai dit un peu plus tôt, les intrants au niveau du pain qui est déclassé. Donc, on réutilise aussi, on essaie de participer à l'économie locale, l'économie circulaire le plus possible. Le contrôle des eaux usées, comme j'ai dit précédemment, 100% des rejets de production qui sont revalorisés, ça veut donc dire qu'il y a 100% des rejets de production organique qui sont récupérés. Donc, on n'en voit pas dans les eaux usées, dans les égouts de la ville et qui nécessitent dans le fond, d'aller les traiter par la suite. Et on a un petit comité vert à l'interne qui nous permet aussi de faire des petites actions au quotidien. Excusez-moi, on revient ici, réalisation. Donc, les avantages de nos actions, avec tout ce qui est revalorisé au niveau des drèches, ben, on peut dire qu'on a sauvé en 2023 autour de 235 tonnes d'émissions de CO2. Donc, c'est quand même énorme de pouvoir dire ça pour une petite PME comme nous. Respect aussi de nos valeurs nobles. Donc, je parlais tantôt là, de faire attention à notre économie locale. Et d'être éco-responsable, ça nous permet de vraiment le promouvoir, puis d'avoir des partenariats aussi qui vont dans ce sens-là. On a aussi un meilleur score dans la certification B Corp en faisant toutes ces actions-là. Donc, je n'irai pas plus loin parce que dans le B Corp, c'est très, très technique, mais ceux qui voudront en discuter par la suite, ça va me faire plaisir. Donc, un petit récapitulatif pour ce qui est 2024 pour le collectif. Dans le fond, on est dans plus de 1500 points de vente au Québec. C'est plus de 55 recettes de bière que l'on fait. Cette année, on prévoit faire un minimum de récupérer 210 tonnes de grains qu'on va revaloriser.
On est aussi dans le processus de notre bilan carbone avec des acteurs comme Laurence du CRE Montérégie, comme le DEL et plein d'autres gens qui nous supportent du mieux qu'ils peuvent avec nos ressources. On veut aussi récupérer le CO2. On a une énorme production de CO2 pendant la fermentation et utilisation de CO2. Et on travaille avec notre fournisseur d'étiquettes qui est tout près de chez nous aussi, à Sainte-Julie, pour récupérer des déchets reliés aux étiquettes et de faire une transition qui est vers une étiquette qui est plus verte. Pour Baldwin, dans le fond, c'est plus de 1000 points de vente. On fait 13 bières cette année et on participe à l'économie biologique avec 70 tonnes de grains. Et on fait cette année l'inauguration de notre club voisin, qui est dans le fond notre boutique Baldwin ici. On n'a pas de restaurant à Boucherville, mais on a une petit salon de dégustation où on a envie que les gens viennent chercher leur bière, qui n'ont pas besoin de se déplacer à l'épicerie, où il y a eu beaucoup plus de transport. Donc, on veut inaugurer cette petite action qu'on fait qui est par rapport à des rabais spécialisés, la location, par exemple, de cette salle-là et qui va permettre de faire un peu moins de transport dans le marché. Donc, si j'avais un conseil à tous vous donner, donc on a vu différentes compagnies qui font différentes actions. Il ne faut pas attendre. On n'a pas les ressources à l'interne. Comme je disais, c'est difficile, le temps, l'argent ou juste le fait qu'on n'est pas spécialisé dans ces domaines-là. Mais comme dans n'importe quoi, il n'y a jamais de bon moment. Les gens qui sont autour de nous sont prêts, ils comprennent que c'est rarement notre priorité parce qu'au départ, il faut opérer une compagnie, mais c'est chaque petit geste qui compte. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup à vous trois. Quelles belles expériences que vous nous avez partagées, de très belles histoires. Donc, il y a des questions qui ont été posées dans questions et dans Q&A. Et il y en a quelques-unes aussi dans le chat. Merci d'avoir répondu là, à quelques-unes au fur et à mesure. Mais il semble avoir beaucoup d'intérêt là, justement sur la mesure. Je pense que Manon, tu t'es fait poser la question, mais je crois que tu as répondu. Quel outil de calcul utilisez-vous pour l'empreinte carbone? Je ne sais pas si justement on peut faire un petit tour de table, étant donné qu'il y a l'air d'avoir un intérêt là, sur les outils de calcul de Oui, mesure. alors c'est peut-être pas une question pour nous évidente. Alors, on est dans ce processus-là et on essaye parce malheureusement, il y a beaucoup de politique et dans certains pays, on utilise certaines mesures et d'autres de d'autres façons. Alors, pour être juste et équitable, on essaie de justement se regrouper entre manufacturiers de soins pour la peau, donc cosmétiques, pour dire, OK, mais qu'est-ce qu'on évalue? Alors, il y a des plateformes qui existent. Nous sommes en train d'étudier pour essayer de mettre un point et faire un standard à l'industrie des soins personnels pour pouvoir avoir un heure juste pour le consommateur. Mais, par exemple, l'eau, dans notre cas, on essaye de fabriquer des produits. Donc, notre mission est là. Je pense que j'ai répondu à une personne, mais nos valeurs et nos missions donc, en développement de produits, c'est d'utiliser des produits sans eau. Naturellement pour avoir un impact. Alors, on est en train si on veut, de faire cette transformation-là, mais ce n'est pas évident. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. S'il y en a qui ont la réponse, s'il vous plaît, aidez-moi parce que c'est sûr que mon département, chez nous, nos départements et nos experts en qualité puis en environnement, devrait répondre à cette question-là, mais c'est un enjeu. Je dirais que c'est un enjeu parce que le consommateur se fait souvent dire n'importe quoi, alors qu'on veut les vraies choses. Voilà. Et puis, Maria, est-ce que tu veux nous parler un peu là, de vos défis, justement? Est-ce que vous, de votre côté, avec la démarche nécessairement ISO 14000? Pour répondre à la première question, je ne connais pas exactement les calculs qu'on fait pour calculer l'empreinte carbone, la décarbonisation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de différentes données qu'il faut ramasser. Tout ce qui est transport, les matières dangereuses,
toutes les chimies qu'on utilise à l'intérieur de l'entreprise, l'électricité, la consommation d'eau, tout ce qui peut avoir un impact sur les sols, sur l'air, puis sur l'eau. Donc, avec toute cette information-là, notre consultant ADER, puis Sherbrooke Innopol, il nous aide à calculer quel est notre empreinte carbone. On ne les fait pas à l'intérieur de l'entreprise, on a cherché de l'aide pour les faire. Au niveau des 14001, les plus gros défis, c'est l'intégration de tous les aspects environnementaux dans notre système qualité qui est déjà assez complexe. Par exemple, quand on va produire des produits automobiles, on les fait à partir des pièces plastiques ou thermoplastiques. Donc, certains sont recyclables et certains ne le sont pas. Donc, c'est tous ces défis-là de déterminer qu'est-ce que je peux mettre en place comme mesure en fonction de ce que je produis actuellement. Une autre chose qui est un grand défi, c'est calculer les cycles de vie de notre produit. Une fois qu'on a envoyé notre pièce au client il construit son auto, il fait l'assemblage de son auto, après la fin de vie de cette auto-là, où vont notre pièce? Comment elles vont être recyclées ou comment elles vont s'intégrer à la terre une fois qu'elles sont transformées? Ça représente un défi parce qu'on ne l'a jamais fait, puis on n'est pas expert non plus. Donc, on se cherche des gens qui ont un peu plus d'expérience à faire ça pour nous aider. L'autre défi, c'est les lois. Surtout au Mexique, les lois dans l'environnement il y a extrêmement de lois. Je pense qu'il y a 4 fois le nombre qu'au Québec. Mais quand même, on n'est pas des experts. Moi, j'ai beaucoup d'expérience au niveau des systèmes qualité, mais quand je prends une norme du système qualité, je suis capable de l'interpréter, mais quand je prends une loi, c'est une chose complètement différente. Je ne sais pas par où commencer. Donc ça, c'est un grand défi. Merci, Maria, pour ta réponse. En fait, je vois le temps filer. Je reviendrai aux questions, en fait, après avoir entendu, en fait, nos 3 collaborateurs qui ont préparé justement les constats, hein, si ça vous va. Hein. Donc, j'aimerais ça passer la parole, en fait, à Frédéric Mouly, d'Excellence industrielle Saint-Laurent. Donc, le PME en transition se déroule sur 3 territoires, dont l'arrondissement de Saint-Laurent. Et puis, Frédéric, je te laisse présenter les constats que vous avez faits. Merci Catherine. Donc effectivement, concernant l'arrondissement de Saint-Laurent, on a la chance d'avoir un grand bassin d'entreprises puisqu'on compte plus de 4500 entreprises, dont plus de 600 entreprises manufacturières. 70% du territoire est constitué de zones industrielles et commerciales et près de 27% des emplois sont dans le secteur de la fabrication, donc beaucoup de manufacturiers. On a également le plus grand parc technologique au Canada, qui est le Technoparc, qui d'ailleurs a récemment obtenu sa certification ISO 14001, donc qui est aussi très impliqué dans la protection de l'environnement. Et puis l'indice de transition pour Montréal est à peu près est légèrement supérieur à la moyenne de l'indice de transition du Québec. Il est de 33,6 contre 32,4 pour le Québec. Si on regarde maintenant les forces et les faiblesses de l'arrondissement, les forces, c'est qu'on a la chance d'avoir un engagement quand même assez fort de l'arrondissement dans le développement durable depuis maintenant pas mal d'années. Et puis, on a beaucoup d'entreprises qui sont des filiales européennes ou qui travaillent, qui exportent avec des compagnies qui sont dans des pays où la réglementation est assez forte, et notamment en Europe. Puis ça, c'est assez moteur parce que les donneurs d'ordre vont demander aux entreprises des actions en développement durable. On l'a vu notamment à travers le récit de Manon qui nous dit que en France, ils sont un peu plus avancés parce que les clients leur demandent leur plan de décarbonation, puis la valeur carbone finalement des produits. On a également un potentiel de création de centres d'innovation, de collaboration, de synergie, du fait qu'on ait justement un grand bassin d'entreprises. Puis c'est quelque chose qu'on essaye de pousser aussi beaucoup chez Excellence industrielle Saint-Laurent à travers des initiatives comme Écomaillage, qui visent à regrouper les entreprises justement pour pouvoir partager leurs bonnes pratiques, puis échanger sur leurs enjeux et travailler ensemble pour mettre en place des solutions, ou encore à travers le forum qui va avoir lieu le 14 mai sur le thème de la collaboration. On a également la chance d'avoir un super projet très innovant qui voit le jour cette année et qui est porté par Excellence industrielle Saint-Laurent, de mise en place d'une boucle énergétique
Là encore, on fait appel à la collaboration au niveau du territoire, puisque l'idée, c'est d'optimiser l'efficacité énergétique en partageant des flux d'énergie qui sont aujourd'hui pas valorisés euh, au travers d'une boucle énergétique. Puis les faiblesses du territoire, là, c'est qu'on constate qu'il y a un besoin finalement d'améliorer la compréhension des entreprises aux enjeux climatiques. Les entreprises ont compris qu'elles doivent agir en faveur du climat, mais souvent elles n'ont pas la connaissance vraiment précise des enjeux, puis surtout des risques associés à la non-action et puis des risques futurs qui s'en viennent. Il y a aussi un besoin de mieux faire connaître les aides et les outils existants. Il y a beaucoup d'aides et d'outils qui existent. Puis il faut s'en servir pour pouvoir mettre en place les actions, mais malheureusement, c'est assez peu connu car peu centralisé aussi. Et enfin, il y a un manque de données centralisées et disponibles. C'est important, on a chacun des données, mais finalement, elles sont peu centralisées, ce qui fait qu'on passe à côté d'opportunités territoriales. Il y a des optimisations possibles au niveau du territoire, pas seulement à l'échelle individuelle, puis ça demande d'avoir de la donnée. Donc voilà, très rapidement, pour les principaux constats de Saint-Laurent. Je vais m'enchaîner. Rachel, si tu veux changer. Super. OK. Donc, du côté de la Montérégie, là, c'est une région qui se caractérise par un paysage diversifié, à comprendre des zones rurales et des zones urbaines développées. Donc, sa population est en croissance continue, elle représente 19% de la population québécoise. La Montérégie est reconnue comme étant le garde-manger du Québec, donc elle bénéficie vraiment d'une géographie qui est favorable à l'agriculture, ce qui fait que la région est un terreau qui est particulièrement fertile pour l'industrie bioalimentaire, là, bien qu'il y ait une grande diversité économique quand même. Il y a 6 pôles industriels majeurs, il y a aussi 69 parcs industriels. 14% des emplois à Montérégie sont dans le secteur de la fabrication, ce qui est légèrement plus haut que la moyenne québécoise, là, qui est à 11,4%. Puis, les entreprises à Montérégie mettent en œuvre presque 30% de toutes les actions climatiques souhaitables pour s'aligner sur une trajectoire de transition. Maintenant, du côté des forces et faiblesses régionales, oui. Donc, voici quelques forces et faiblesses qu'on a constatées là, à travers nos observations, expériences terrain avec les entreprises, aussi en discutant avec tous nos partenaires territoriaux, là. Donc, une force de la région, ben, c'est la présence de symbioses industrielles. On en a 2 qui sont établies régionalement, dont celle que nous, au CRE Montérégie, porte, la symbiose agroalimentaire Montérégie. On accompagne les entreprises en agroalimentaire exclusivement. Où il y a aussi la symbiose Montérégie circulaire qui est portée par le comité 21 qui accompagne les entreprises de tous les autres secteurs. Puis, on a 2 nouvelles symbioses qui sont plus territoriales dans le Haut-Richelieu et à Pierre-de-Sorel. Ensuite, une autre force, c'est qu'on a la présence d'une table de concertation régionale qui permet vraiment d'avoir une structure qui est officielle, pérenne, qui est aussi financée. Elle regroupe là, des décideurs municipaux. Puis cette structure régionale-là va vraiment faciliter la concertation, la priorisation des enjeux régionaux, puis toutes les réponses à apporter à ces enjeux-là. Une autre force à mentionner, c'est la création de la première feuille de route régionale pour l'économie circulaire au Québec, qui a été faite à Montérégie. Ça nous permet vraiment d'être une région qui est proactive là, dans le développement d'une économie qui est plus résiliente et respectueuse là, de la capacité de support de nos écosystèmes. Ensuite, au niveau des faiblesses, une faiblesse, je dirais, c'est qu'il y a un manque de données économiques, là, notamment là, des données sur les entreprises. Ensuite, il existe beaucoup d'offres d'accompagnement des entreprises dans la région, là, tant pour améliorer leur bilan environnemental que pour d'autres types d'accompagnement. Mais en général, selon nos remarques, constat, c'est que l'offre n'est pas si bien colligée que ça, ce qui fait en sorte que beaucoup d'entreprises ne savent pas à qui s'adresser nécessairement pour les accompagner dans leurs initiatives, notamment en environnement. Aussi, le fait que la région est très dense en entreprises, mais ça devient difficile, par exemple, pour les conseillers de développement des MRC, développement économique des MRC, de découvrir, de rejoindre toutes les entreprises sur leur territoire respectif, en plus de les accompagner, et ça, malgré là, tous les canaux de diffusion qu'ils vont utiliser. Donc, l'offre reste encore souvent méconnue par les entreprises. Finalement, rapidement, il y a un peu, on pourrait dire, un manque de lois et de règlements qui touchent les entreprises par rapport à l'action climatique. Il y aura un besoin d'incitatifs aussi financiers, à la fois pour soutenir l'innovation, mais aussi pour encourager les entreprises leaders en environnement et aussi des incitatifs réglementaires pour généraliser vraiment les actions climatiques à travers la région. Donc, je vais passer la parole à Jérémy pour la suite.
Merci beaucoup, Laurence. Donc maintenant, pour ce qui est du portrait de l'Estrie, on a ici un 5,8 de la population du Québec. Quand même, pour un grand territoire, ça fait que tout est assez distribué là, un peu partout. On a un indice de transition qui est à 29,5, donc un petit peu en dessous de l'indice de la moyenne du Québec. Au niveau des principaux pôles économiques, on a vraiment un rayonnement au niveau de Sherbrooke, puis ensuite Magog, Bromont et Granby. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se passent dans ces pôles-là. Puis ce qui est à l'extérieur, évidemment, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres petits projets, plein d'entreprises, mais c'est de là que vient la plupart des activités. On est à 14 parcs industriels environ. Et on a un 17 quand même des emplois qui sont du secteur de la fabrication, alors que la moyenne du Québec est à 11,4. Ce que je mentionnerai ici également, à Sherbrooke, on a l'Université de Sherbrooke qui fait beaucoup de rayonnement en développement technologique. Il y a beaucoup de projets qui se passent là-bas, beaucoup de choses qui se développent et qui ont ensuite une influence sur le reste de l'Estrie. Et je passerai maintenant aux forces et faiblesses. Donc, en Estrie, chacune des MRC a vraiment des ressources, entre autres les synergies. Il y en a une dans chaque MRC et sont pour la plupart portées justement par les MRC. Ça permet d'aller chercher finalement toutes les relations de symbiose entre les différentes entreprises industrielles. Et il y a plusieurs projets qui sont développés dans ce sens-là. Il y a également des leviers économiques qui sont à disposition des entreprises. C'est pas tout le temps spécifique, par contre, à la transition carbone. Souvent, ça va être de passer par des chemins un peu à côté là, de l'objectif direct, mais qui permet quand même d'aller se rapprocher de l'objectif de transition carbone. Il y a quand même plusieurs fournisseurs sur le territoire pour pouvoir finalement aider, fournir un support là, aux entreprises afin de faire leur bilan carbone ou leur transition. Je dirais qu'il y en a de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui est en émulsion. Là. On avait avant je pense, 2, 3 entreprises, puis là, je ne sais plus, on est rendu à combien, je pense 15 qui travaillent dans ce sens-là. Ensuite, l'offre d'accompagnement d'entreprise est assez diversifiée. On a du service conseil, puis ensuite, on a aussi quand même plein d'organismes qui tentent de soutenir de différentes manières les entreprises de façon un peu, comme je disais tantôt, un peu moins directe. Pour ce qui est des faiblesses, ben, il y a un certain manque d'informations peut-être disponibles sur le terrain. Nous, finalement, quand on est parti justement faire l'espèce d'étude socio-économique du territoire, puis qu'on a parlé à la multitude d'acteurs qu'il y avait, on s'est aperçu que les gens n'étaient pas toujours au courant des projets qui se faisaient sur leur territoire, puis des initiatives qui étaient présentes, puis on a vu ça comme justement une faiblesse et un manque à combler, parce que ça permet finalement de développer une synergie entre les acteurs, entre les programmes de financement, entre les initiatives. D'ailleurs, aussi peut-être un manque d'événements pour pouvoir rassembler les gens autour des enjeux de transition. Ensuite, au niveau des leviers économiques, il y en a comme plusieurs. Il y a Virage Vert qui était présent et il semblerait malheureusement qu'il soit en voie de disparition. Puis sinon, on se retrouve souvent avec des programmes qui sont moins des enveloppes budgétaires que des programmes de prêts. Fait que ça, c'est peut-être moins intéressant des fois pour les entreprises. Et je passerai maintenant à la dernière diapo. Donc, les occasions d'amélioration, ben, c'est un peu une récapitulation de tout ça. C'est d'organiser davantage d'événements pour apporter un côté rassembleur. D'ailleurs, je mentionne rapidement que maintenant à Sherbrooke, justement, il y a le quartier général d'entreprendre Sherbrooke qui s'est développé, là, qui est entre autres financé par la ville, mais qui, je pense, qu'il va vraiment rayonner à toute l'Estrie pour pouvoir apporter toutes sortes de projets, puis faire des événements, rassembler les gens, discuter des projets, puis créer du savoir, partager du savoir, puis augmenter le maillage finalement. On veut plus de financement toujours. C'est sûr que on sait que c'est le nerf de la guerre, ça n'a rien d'original ici, mais évidemment, on a besoin de mettre un petit peu plus d'enveloppe budgétaire à ce niveau-là. Et je conclurai, voici la présentation du portrait de l'Estrie avec ça. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Quelle belle heure passée en votre compagnie. Je vois qu'il est déjà 9 heures. Je pense qu'il y a des gens qui ont probablement des engagements par la suite. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été, j'espère que les participants ont pu aller voir là, les réponses que
Tout le monde a donné, en fait, dans la question questions et réponses et puis également dans le chat. Le webinaire va être disponible aussi sur YouTube dans quelques heures, en fait, ou d'ici demain. Pour ceux qui voudraient le partager et qui voudraient aussi continuer la conversation et qui auraient d'autres questions à poser. On pourrait continuer sur YouTube. Et sinon, ben, je vous remercie à tous participants d'avoir été là ce matin pour commencer la journée avec nous. Et l'initiative PME en transition, bien sûr, se poursuit pour la prochaine année. D'ailleurs, dans le besoin d'une plus grande concertation, collaboration, il y a une communauté de pratique qui va démarrer la semaine prochaine, le 27, avec une rencontre de lancement qui a comme objectif de rejoindre, en fait, et de regrouper tout l'écosystème, en fait, d'accompagnement de la PME. Donc, à vous de... On a le partage ici, là, si vous voulez vous inscrire dans le chat. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.